Aujourd'hui, je fais le palmarès des 8 auteurs que j'ai le plus envie de découvrir avant la fin de l'année. C'est des auteurs dont je n'ai jamais rien lu et je me dis qu'il serait temps que ça change. On va avoir du classique, de la SF et un petit peu de manga. C'est parti. Auteur classique qu'on ne présente plus, Zola, c'est le romancier naturaliste connu pour son engagement social et son œuvre satirique. Et non, j'ai jamais rien lu de lui. Journaliste avant de devenir l'écrivain du très célèbre cycle des Rougon-Macquart composé de 20 tomes dans laquelle Zola va dépeindre la vie d'une famille sur 5 générations à travers tout le Second Empire, c'est-à-dire le règne de Napoléon III, il y aborde des thèmes tels que l'hérédité, le déterminisme, l'alcoolisme, la prostitution ou encore la lutte des classes. Dans cette œuvre colossale, Zola va disséquer la vie du peuple comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique. Le cycle des Rougon-Macquart débute en 1871 avec La Fortune des Rougon et s'achève plus de 20 ans plus tard en 1893 avec le Docteur Pascal. Et moi, dans tout ça, j'ai choisi de commencer en plein milieu avec La Joie de Vivre, qui est paru en 1883 et qui raconte l'histoire de Pauline, qui est une jeune orpheline riche, qui va être confiée à des cousins de son père, en Normandie, il me semble. En fait, je sais rien de ce livre. Si j'ai choisi La Joie de Vivre plutôt qu'un autre, c'est parce que je suis tombée sur l'adaptation télévisée il y a plusieurs années de ça, et j'avais été subjuguée par l'ambiance, et l'émotion que dégageaient les personnages, et depuis ce livre m'a hantée. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de Zola dans ma jeunesse, étant donné que je suis pratiquement sûre qu'on a étudié une de ses œuvres au lycée et qu'on a donc été obligé de la lire. Au lycée, moi j'étais un petit peu... Passons maintenant à une autrice qui fait partie d'une très célèbre fratrie d'écrivaines anglaises, j'ai nommé Anne Brontë. J'ai lu Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est un de mes classiques préférés, si ce n'est le classique que je préfère. J'ai lu Léo de Hurlevent d'Emily Brontë, qui est encore plus populaire que Jane Eyre, mais qui m'a laissé un peu de marbre. Faudrait que je le relise parce que je pense que je l'ai lu à une époque où j'étais pas dans le mood. En revanche, j'ai lu aucun roman de la Benjamine des Sœurs Brontë et c'est une lacune que je compte bien combler très vite. Surtout que découvrir son œuvre, ça va pas prendre beaucoup de temps étant donné qu'elle n'a écrit que 2 romans puisqu'elle est malheureusement décédée à l'âge de 29 ans. Oui, il n'y a rien à dire de plus. C'est triste. Agnès Grey et La Recluse de Wildfell Hall sont parus respectivement en 1847 et en 1848 et je pense que je vais débuter avec Agnès Grey qui est son premier roman assez autobiographique apparemment puisqu'il parle de la fille d'un pasteur qui doit gagner sa vie en tant que gouvernante. Et c'est exactement son histoire à elle en fait. Les Sœurs Brontë, je les trouve fascinantes. J'aimerais d'ailleurs beaucoup lire des œuvres à leur sujet. Surtout qu'elles ont eu une vie très compliquée et marquée par la mort de leurs 2 sœurs aînées. Et elles ont eu une vie très courte, hyper mouvementée. Elles sont toutes mortes de maladies hyper jeunes. Je crois que le dernier survivant de la famille, c'était leur père. Il a perdu genre ses 6 enfants. C'est un peu glauque, mais c'est très intéressant. On va changer complètement de registre et d'époque avec l'autrice Anne Leckie qui a écrit une trilogie de SF qui s'appelle Les Chroniques du Ratch, et dans le premier tome, La Justice de l'Ancillaire, qui est paru en 2013 il me semble, a raflé le prix Locus, le prix Nebula et le prix Hugo du meilleur roman dans les années qui ont suivi, et a été également nominé pour tout un tas d'autres prix. Ça fait envie quand même comme palmarès. En tant qu'amatrice de SF, je me dis qu'il faut vraiment quand même que je lise ce space opéra qui se passe dans un futur lointain, il me semble, et dans lequel des intelligences artificielles ont investi des corps humains qui sont apparemment les ancillaires et qui sont aussi des soldats. Donc de ce que j'ai compris, c'est compliqué, hein. On va suivre la quête de vengeance de la dernière humanoïde d'un vaisseau, et il me semble qu'une partie de la conscience de ce vaisseau qui a été détruit subsiste en elle. Et j'imagine qu'elle cherche à se venger parce que tout ce vaisseau a été anéanti. Oui, si vous n'avez pas compris, c'est normal. Moi non plus, j'ai pas tout compris. Mais ce qui me fait vachement envie en fait, c'est que dans ce monde, la notion de genre n'existe pas. Donc Anne Leckie utilise des pronoms féminins pour tous les personnages. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de découvrir. Je suis curieuse de voir comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, je pense que je le lirai en VO parce que j'ai entendu dire que la version française était un petit peu déstabilisante. Et ça a l'air déjà assez compliqué comme ça. Je vais pas surenchérir dans la difficulté. Revenons à un auteur classique qui est né la même année que Zola. J'ai envie de parler du poète et romancier Thomas Hardy, à qui on doit à peu près une quinzaine de romans, qui se situent tous dans le sud-ouest de l'Angleterre et dont les personnages sont apparemment tourmentés, victimes des conventions sociales et de leur passion dévorante. C'est pas une vidéo gay du tout, là je suis en train de me rendre compte.
C'est pas gay, mais si on s'intéresse un peu à l'époque victorienne, à l'histoire et à la littérature en général, c'est hyper intéressant. Puis bon, Thomas Hardy, voilà, il serait peut-être temps que je m'y mette, quoi. Thomas Hardy, c'est un auteur assez controversé et dont les romans n'étaient pas toujours très bien accueillis parce qu'il a écrit sur des sujets assez polémiques, comme le sexe, le mariage, la religion, l'éducation. Il avait des opinions qui n'étaient pas vraiment conventionnelles à l'époque. Ses œuvres amenaient le lecteur à se poser des questions sur les convenances sociales, politiques, culturelles et religieuses de son temps, et ça, c'était pas toujours très bien accueilli. Parmi ses romans les plus célèbres, on peut citer Jude l'Obscur, Loin de la foule déchaînée ou encore Tess d'Urberville. Tess d'Urberville. Comment ça se prononce? Mais moi j'ai envie de commencer avec Les Forestiers, que j'ai croisé en librairie il y a peu de temps et qui m'a interpellée par son résumé. On va y suivre l'histoire de Grace, qui est une jeune femme instruite, tiraillée entre son ambition et un fort attachement à ses racines, qui va apparemment tomber dans les bras d'un homme qui semble pas totalement fait pour elle. Dans ce roman, Thomas Hardy s'attaque encore une fois aux conventions sociales, au regard des autres et à la pression familiale, et c'est des sujets qui m'intéressent tout particulièrement. Maintenant, j'ai envie de parler d'un mangaka qui a connu la gloire dans les années 70 et dont l'œuvre met en avant la femme, il s'agit de Kazuo Kamimura. On lui doit Lady Snowblood, Lorsque nous vivions ensemble, ou encore Le fleuve Shinano, des œuvres qui explorent la vie de femmes du Japon de l'ère Showa, époque à laquelle la femme est, ici aussi, tiraillée entre tradition et modernité. Kamimura offre un regard inédit pour l'époque dans l'univers du manga sur la place de la femme dans la société japonaise, et ça me donne vraiment envie de découvrir son œuvre. Moi j'ai envie de commencer avec Le Club des Divorcés, que j'ai aussi croisé en librairie totalement par hasard, et qui m'a totalement happée grâce à sa couverture, et puis quand j'ai lu le résumé, c'était vendu quoi. Il s'agit donc d'une série parue en 2 volumes en 1973 qui aborde le tabou qu'est le divorce au Japon à cette époque, et dans laquelle on va suivre Yuko, une jeune femme de 25 ans qui travaille dans un bar pour subvenir aux besoins de sa petite fille, étant donné qu'elle est divorcée. C'est un manga qui a l'air vraiment touchant, plein de... Je sais pas, cette couverture elle m'évoque la mélancolie, la tristesse et la beauté. J'ai trop envie de le découvrir. Encore une autrice classique que j'ai jamais lue et pourtant c'est pas faute d'avoir un livre d'elle dans ma bibliothèque, il s'agit de Daphné du Maurier. Alors la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était en cours, on avait eu à traduire un texte mais genre de 10 lignes qui était tiré de l'Auberge de la Jamaïque il me semble. Et en 10 lignes, j'avais été déjà hyper intriguée, envoûtée et je voulais genre absolument savoir ce qui allait se passer. Alors que c'était une scène limite contemplative, il se passait pas grand chose. Et pourtant ça m'a vachement marqué. Daphné du Maurier, c'est une écrivaine britannique qui est très connue pour ses romans à suspense qui incorporent des éléments du gothique dans un cadre plus moderne, comme dans L'Auberge de la Jamaïque donc, ainsi que Ma cousine Rachel ou encore Rebecca. Et cette fois-ci, je vais me lancer dans celui-ci qui est le plus célèbre de son œuvre et qui parle d'une meuf qui s'appelle Rebecca. Cette couverture est trop belle, non? Oh putain, ça va bien avec mon outfit of the day. Et pour être honnête, je ne me souviens plus du tout du résumé de ce livre. C'est très bien comme ça parce que du coup ça me fera la surprise. Dernière incursion dans la SF avec l'autrice américaine Becky Chambers dont j'entends aussi beaucoup parler et qui a écrit L'espace d'un an, qui est le premier tome d'une saga parue en 2016 il me semble, dans lequel on va suivre une jeune greffière qui est embauchée dans un vaisseau avec d'autres représentants de toute la galaxie. Sauf qu'apparemment il y a des reptiles, des amphibiens et ce genre d'espèces un peu bizarres. Je suis curieuse de savoir ce que ça donne avec moi parce que je suis pas trop amatrice de tout ce qui est hyper absurde. J'adore les littératures de l'imaginaire et je suis prête à admettre la magie, les dragons, les intelligences artificielles, mais genre des crocodiles qui parlent, j'avoue ça non. Hashtag lézarphobie. Et du coup, je suis super curieuse de voir ce que ça donne parce qu'apparemment, c'est pas une histoire qui repose sur beaucoup d'action et de retournement de situation, mais vraiment sur les personnages et la relation qu'ils entretiennent. On sait jamais. Et enfin, pour terminer, comment ne pas citer ce monument de la littérature anglaise qu'est Virginia Woolf. Et non, je n'ai pas lu Virginia Woolf alors que j'ai fait 5 ans d'études littéraires anglaises. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté honnêtement. Je sais pas. Shame. Ding ding. Très connue pour ses œuvres modernistes écrites sous la forme du stream of consciousness, Virginia Woolf a notamment publié Orlando, Les Vagues, Mrs. Dalloway ou encore L'essai féministe Une chambre à soi. Et pour être honnête, je sais pas vraiment par où commencer avec Virginia Woolf. Je sais que son œuvre est très complexe et très riche,
et j'ai envie de la comprendre du mieux possible. Et en même temps, je suis pas sûre d'avoir le niveau. Ça a l'air tellement particulier que j'ai envie de le lire de la façon la plus pure possible. Et donc j'ai envie de le lire en VO. Ouais, en fait, j'ai peur de rien comprendre. Donc peut-être commencer par Une chambre à soi. Ce serait le plus raisonnable pour tâter un peu le terrain. Et ensuite, on verra comment ça se passe. Voilà, c'est tout pour moi. Le but, ce serait de lire un de ces auteurs par mois, étant donné qu'il y en a 8 et qu'il reste 8 mois dans l'année. Je pense qu'en mai, je m'attaquerai à Zola, et puis ensuite, on verra en fonction de mes envies. Bon, moi maintenant, je vais aller bouffer parce qu'il est 3h et je suis affamée. Zola, il a écrit Le ventre de Paris, mais moi, c'est mon ventre là qui est en train de... J'en peux plus. Il faut que j'aille manger. Moi, je suis curieuse de savoir qui sont ces auteurs que vous n'avez pas lus et qui vous font envie depuis super longtemps. Dites-moi tout, je suis curieuse. À bientôt.